Chers auditeurs, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute du Libre Journal de la Jeune Droite, avec ce soir pour sujet, un sujet totalement doctrinaire, celui de la critique du capitalisme. Donc c'est une critique de droite du capitalisme. On a longtemps, la critique du système capitaliste a été l'apanage de la gauche, voire de l'extrême gauche. Son premier vrai critique d'ailleurs, Karl Marx, dont nous aurons l'occasion de reparler ce soir, le prouve bien. Alors j'ai autour de la table, comme d'habitude, Charvet, mon habituel sociétaire. Charvet, bonsoir. Mais également nos membres préférés du cercle Henri Lagrange, donc Raoul Trinchet. Raoul, bonsoir. Bonsoir. Et Louis Narot. Bonsoir. Louis, bonsoir, c'est une première pour vous ce soir, malgré le fait que vous soyez un camarade habitué de nos cercles de réflexion. À votre journal, en effet. Exactement. Alors, chers auditeurs, donc sujet, je vous ai dit, sur la critique du capitalisme, critique vue de droite, puisqu'effectivement, la critique faite par la gauche, la critique qui a longtemps été faite par la gauche, ne nous satisfait évidemment pas, puisque les solutions qui sont présentées, c'est une critique, si vous voulez, qui est bien faite, mais les solutions qui y sont apportées sont souvent des mauvaises solutions. On a vu donc les premières solutions proposées qui ont été, par exemple, le communisme ou le capitalisme. Le communisme ou certaines formes de socialisme, mais le capitalisme doit vraiment faire l'objet d'une critique dans notre camp, dans notre famille d'idées, au sens le plus large qui soit, pour que nous puissions envisager une sortie de ce système, et surtout pour poser un bon diagnostic. Alors messieurs, je pense que la première des choses, ça va être de définir vraiment ce que nous entendons par capitalisme, et ce qu'est donc vraiment le capitalisme, et puis aussi bien sûr donner à nos auditeurs la définition du capitalisme du point de vue de nos ennemis, de nos adversaires, en tout du moins politiques, puisque chacun n'entend pas la même chose par ce mot-là, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'un bon nombre de quiproquos ou de malentendus ont lieu. Alors, écoutez messieurs, Louis Narot, puisque c'est votre première, quelle serait pour vous la définition du capitalisme ? En réalité, au risque de surprendre, il va falloir aller chez nos ennemis, entre guillemets, pour trouver une définition conséquente du capitalisme, parce que le grand problème de la droite, appelons-la comme ça, il faudra peut-être la définir tout à l'heure, mais le grand problème de la droite, c'est qu'elle a mis beaucoup de temps à essayer de s'intéresser scientifiquement à ce qu'était le système capitaliste. Alors reprenons très rapidement les éléments constitutifs du capitalisme selon Marx. D'abord, il y a 3 éléments constitutifs. Donc le premier, on va dire que c'est dissociation entre le capital et le travail, c'est-à-dire que le travailleur est dépouillé de ses moyens de production, et les moyens de production sont entre les mains d'un oisif, c'est-à-dire au sens propre du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui ne travaille pas. Le deuxième élément constitutif, c'est la captation de la plus-value par le capital au détriment du travail. C'est-à-dire que le capitaliste dit, au fond, le capital est une source de richesse autonome, au même titre que le travail, et en ce nom-là, j'ai le droit de capter une partie de la richesse produite par le travailleur. Et le troisième élément constitutif, qui, pour le coup, va faire sans doute la différence entre la critique de droite, appelons-la comme ça, et la critique de gauche, c'est l'expansion indéfinie du domaine du capital, ne serait-ce que pour conjurer la malédiction inhérente au capitalisme, qui est la baisse tendancielle du taux de profit. Et ça va avoir toute une série de conséquences, notamment identitaires, religieuses et morales, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Enfin, voilà, disons scientifiquement les 3 éléments constitutifs du capitalisme, qui sont cumulatifs évidemment. Raoul ? Écoutez, peu de choses à ajouter. Effectivement, pour donner une définition du capitalisme, effectivement, je crois qu'on pourrait aussi se plonger dans son évolution historique et venir un peu en faux aux idées reçues, notamment évidemment à la propagande libérale et capitaliste qui a été faite notamment sur l'aspect naturel de celui-ci, qui serait soi-disant basé donc sur l'aspect naturel des échanges, notamment des échanges commerciaux, de l'avènement un peu du mercantilisme, qui a remis au centre les échanges marchands entre les hommes et entre les cités. Alors que évidemment historiquement l'échange marchand a toujours été encastré dans la vie sociale, a toujours été à côté un élément constitutif de la vie en commun, mais n'a jamais été le centre, l'alpha et l'oméga de la vie des cités, de la vie des familles et donc de la vie des individus pour reprendre un peu l'acmé et le point de départ finalement de l'ère capitaliste qui est l'arrivée de l'individu en tant que groupe INSEE, puisque finalement c'est un peu ça l'individu, c'est-à-dire que l'individu il est un tout à lui tout seul. Voilà.
Charvet, on m'a rajouté. Rien à C'est dur de passer en dernier dans ces genres de c'est toujours compliqué. Non, le capitalisme, Marx définit très bien dans ce que vous m'avez fait lire, l'introduction au Capital. Manifeste du Parti communiste, pardon. La définition du bourgeois, qui est, je pense, une figure sur laquelle on pourra revenir tout au sein de l'émission, puisque je pense que le bourgeois est inhérent au capitalisme, y compris dans ses aspects les plus vils. Merci Charvet. Je tiens à rappeler à nos auditeurs, j'aime bien faire un peu d'étymologie, ça permet toujours de comprendre et de se remémorer le sens originel des mots. Le capitalisme vient du latin, de la racine caput, qui signifie la tête, mais la tête au sens de tête de bétail en fait. Donc on est déjà, dès l'origine, le capitalisme c'est un mot qui est apparu grosso modo juste après la révolution industrielle, donc au milieu du 19e siècle. Donc ce caput, cette tête de bétail qui nous met tout de suite dans le jus, si vous voulez, du règne aussi de la quantité sur la qualité. Alors, si nous avons maintenant défini ce que nous entendions par capitalisme, il faut aussi aller regarder chez nos adversaires du jour, je pense par exemple à des personnes comme Jacques Attali, qui pour, pas légitimer vraiment le capitalisme, parce qu'il n'en a pas besoin aujourd'hui pour être appliqué, mais ça pourrait se rapprocher de ça, nous disent qu'en fait, le capitalisme a toujours existé, puisqu'il y a toujours eu des échanges commerciaux. Alors on nous cite volontiers les foires moyenâgeuses, on nous cite volontiers les villes du nord de l'Italie, Gênes, Venise, etc., avec l'essor, avec la création du chèque bancaire au XVe siècle, etc. Et donc le capitalisme aurait toujours existé. Dès qu'un voisin vous vend ses concombres, c'est du capitalisme. Alors messieurs, que répondre à ça ? Alors je vais m'y répondre. En fait, quand vous interrogez un capitaliste, bon, il faut s'entendre sur une chose, hein, le capitalisme n'est pas une doctrine. Le capitalisme, en fait, c'est une praxis, pour parler un peu marxiste, justement, c'est une praxis, mais qui est devenue paradigmatique, qui est devenue le principe. Or, des pratiques capitalistes, c'est-à-dire des pratiques de captation de la plus-value par les détenteurs du capital, qui par ailleurs n'étaient pas des travailleurs, ont toujours existé. On pense évidemment à Venise, on pense à Gênes, on pense à tout. Le système féodal. Le système féodal connaît aussi des pratiques usuraires. Il y a même des modèles sociétaires qui, dès le Moyen-Âge et malgré le système corporatif, connaissent des phénomènes de captation de la plus-value par des détenteurs du capital qui, une fois de plus, ne travaillent pas. Mais l'argument est fallacieux parce que quand on parle de capitalisme, on ne veut pas dire qu'il y a des pratiques capitalistes, il y a toujours eu des pratiques capitalistes, mais on veut dire par là que les pratiques capitalistes ont été érigées en principe, en paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est structurant désormais dans le système économique actuel, ce sont les pratiques capitalistes. Oui, c'est tout le isme qui est le sujet qui désigne le système. C'est exactement cela. Et le droit, le système juridique, l'ordre juridique national, international, est structuré et est là pour légitimer des pratiques capitalistes. Donc ça, c'est le premier argument fallacieux que nous opposent nos adversaires pour nous faire entendre qu'au fond, le capitalisme serait légitime par cela même qui serait historique. Il y en a d'autres. Raoul disait tout à l'heure que, au fond, on laisserait à croire que le capitalisme serait un phénomène naturel. Si l'on est de droite, alors revenons là-dessus, si on est de droite, c'est-à-dire disons si on est traditionnaliste, aristotélicien, il n'y a rien de plus antinaturel que le capitalisme, puisque le capitalisme repose, comme je disais tout à l'heure, sur l'idée que le capital serait à lui-même source de valeur. Or, en droit naturel, il n'y a que deux choses qui soient source de valeur, source de richesse. La nature elle-même, un pommier sauvage qui produit des fruits, et puis le travail. Le capital n'est qu'un moyen de production, c'est-à-dire qu'il n'est qu'un outil entre les mains du travailleur. Mais mettez un tracteur seul dans un champ, il ne produira rien. Donc ça, c'est un deuxième argument fallacieux. Et évidemment, après, on pourra s'interroger sur les arguments libéraux qui sont avancés pour justifier malgré tout le fait que le capital puisse produire des fruits à lui tout seul, ce qui est une fois de plus une gageure du point de vue du droit naturel. J'avais une chose peut-être à ajouter, c'est lorsqu'on parle un peu de l'origine... vous citiez Jacques Attali, mais d'autres qui font naître dans le capitalisme, enfin en tout cas qui disent que le capitalisme est finalement naturel parce qu'il prend racine dans un mécanisme naturel qui est celui du commerce, de l'échange, et ensuite de l'échange marchand, donc le commerce. Max Weber distinguait le commerce, l'échange interne de l'échange externe. L'échange interne n'est pas naturel. C'est-à-dire l'échange interne, c'est au sein d'une communauté. L'échange marchand, au sein d'une communauté. Tout est payant, tout devient payant. L'échange externe l'est.
Ce qui est naturel à l'intérieur de la communauté, c'est un échange gratuit. L'échange, un échange de c'est le don contre don. Exactement. L'échange externe est lui pour le coup naturel. Le commerce a toujours existé, certes, mais encore une fois encastré, pour reprendre un terme d'un auteur que je citerai peut-être assez régulièrement ce soir, Karl Polanyi, et qui disait que le commerce externe était naturel parce qu'il avait deux vocations: l'autosuffisance de la famille, élargie à la cité, et la sécurité de cette même cité, de cette même famille. Au-delà de ces simples fonctions, donc là on parle presque en termes de géopolitique finalement, des mécanismes qu'on peut d'ailleurs retrouver, qui sont très intéressants à observer. Aujourd'hui c'est assez à la mode de parler de guerre économique, de patriotisme économique. Voilà, ça c'est quelque chose effectivement, en tout cas de mon point de vue, et que certains auteurs que nous reprenons considèrent comme naturel. En revanche, l'échange marchand surtout, et effectivement la captation de plus-value par le oisif sur le travail du producteur, là c'est contre-naturel. Mais ça revient finalement à dire que comme le mal a toujours existé, il faut que le règne du mal soit. Donc, il y a vraiment cet amalgame qui est fait à dessein entre la pratique commerciale, qui en soi n'a rien de mauvais, et le système capitaliste qui porte cette pratique commerciale en alpha et oméga de la vie humaine, si vous voulez. Je me rappelle, il y a une phrase de Fernand Braudel qui dit que le capitalisme, c'est le visiteur du soir. C'est-à-dire qu'il n'arrive que à partir du moment où les sociétés ont déjà passé un certain stade de raffinement qui permet qu'un système soit entièrement capitaliste. Oui, alors attention à Braudel, parce que Braudel, c'est quand même celui qui permet aussi d'étayer les thèses, la théorie historiciste du capitalisme. Donc, effectivement, des Weber, des Werner Sombart, évidemment, sont anti-Braudel. Polanyi a été voué aux gémonies par Braudel, justement parce que son analyse anthropologique de l'économie et notamment son regard sur la phase historique de l'encastrement à un désencastrement de l'économie dans la vie de la cité, en fait tuer tout simplement le mécanisme de la révolution libérale qui a eu lieu à l'aune de la réforme, quoi, tout simplement. Parce qu'en réalité, le sens historique du capitalisme ne fonctionne que parce que c'est aussi l'abandon du politique. Vous avez évoqué tout à l'heure le politique. En réalité, aujourd'hui, le capitalisme triomphe parce que le politique a disparu. En tout cas, il y a une éclipse du politique. Donc en réalité, on peut dire que si le politique revient, comme d'ailleurs le communisme s'est écroulé, détruisant par là la théorie du sens de l'histoire, le capitalisme pourra tout à fait s'écrouler dans le même temps. Oui, alors là, pour le coup, j'aimerais rebondir. Effectivement, pour rebondir sur les deux interventions, il n'y a pas de nécessité historique du capitalisme. Il faut quand même jamais oublier que si, comme tu viens de le dire, le capitalisme aujourd'hui prospère sur l'abandon du politique, en même temps, le capitalisme n'a été rendu possible, les pratiques capitalistes ne sont devenues paradigmatiques qu'à l'occasion d'une révolution politique. Il a fallu une volonté introduite, émergente dans l'histoire pour que le capitalisme devienne paradigmatique. Rien n'était nécessaire dans cette affaire. Et ça, c'est d'ailleurs l'une des limites, pour le coup, de l'analyse marxiste. Cette espèce d'historicisme, vous savez, c'est Hegel ramené dans la frise. C'est-à-dire qu'il y a un moteur de l'histoire. Toute l'histoire de la société, c'est que la lutte des classes. Exactement. Alors, toute l'histoire de la société est que la lutte des classes. On voit l'histoire de la société a pour moteur, en fait, les rapports de production. La société actuelle a évidemment, l'histoire actuelle, le tronçon de la frise dans lequel nous trouvons effectivement a pour moteur les rapports de force, les rapports de classe. Mais ce tronçon a un début, il a un alpha et on espère qu'il aura un oméga d'ailleurs. Mais il a un alpha et son alpha, on peut le dater historiquement parce que peut-être qu'on pourrait faire un tout petit peu d'histoire. Au XVIIe siècle, en Angleterre, vous connaissez la crise des enclosures, où justement la crise des enclosures permet le premier élément constitutif dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la dissociation entre le capital et le travail.
les propriétaires fonciers qui jusque-là avaient certes la propriété de leurs biens, mais qui étaient soumis à une vision classique de la propriété, celle qui est défendue par saint Thomas d'Aquin dans sa Summa Theologica, c'est-à-dire une propriété qui n'est pas exclusiviste, une propriété privée certes, mais non exclusive, non absolue, était obligée de laisser faire user, de laisser user de leurs biens, ceux qui n'étaient pas propriétaires. La crise d'enclosure, c'est le passage d'une propriété, on va dire classique, avec une fonction sociale, à une propriété exclusive et absolue. Pareil, un siècle plus tard, en France, c'est la fin avec la Révolution française, avec le Code civil un peu plus tard, en 1804, c'est la fin du droit de vaine pâture. Là, je parle que du capitalisme foncier, mais c'est le droit de vaine pâture. Le droit de vaine pâture, c'est quand même extraordinaire. Au Moyen-Âge, quelqu'un qui était propriétaire d'un terrain, lorsque celui-ci était en jachère, ne pouvait pas s'opposer à ce qu'un berger puisse venir y faire paître ses brebis. Bon. Donc, il y a bien eu une volonté politique. Et cette volonté, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, cette volonté, elle a été portée par une classe sociale qui a été identifiée par Marx sous le nom de bourgeoisie, qu'on pourrait peut-être aujourd'hui redéfinir, parce que c'est un peu plus compliqué que cela. Mais enfin, il y a bien une volonté politique et juridique à l'origine du capitalisme. D'ailleurs, pour rebondir sur l'impact du politique sur la mise au centre de la vie quotidienne, de l'économie et du marchandage, si on refait effectivement un peu d'histoire et qu'on identifie les trois composantes de la société marchande, qui sont la monnaie, le commerce et le marché, à l'époque antique et à l'époque médiévale, la monnaie et le commerce ont toujours existé. Le marché, non. Et c'est l'arrivée du marché et la mise au centre de nos vies du marché qui a permis le réveil de cette révolution capitaliste, finalement. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, peut-être préciser un peu qu'est-ce que vous entendez exactement par marché ? Le marché, c'est la capacité qu'ont des agents économiques à considérer que le prix découle d'une négociation et que parce que ce prix découle d'une négociation donc entre soi-disant des parties qui ont une même information, le prix est juste est justement au sens littéral du terme représentatif de la valeur du bien échangé, du bien ou du service échangé. D'accord ? Ça, c'est la théorie libérale qui est enseignée dans toutes les universités, malheureusement. Et c'est ça l'avènement du marché. L'avènement du marché, c'est considérer que l'individu qui se présente face à une multinationale a le même niveau de connaissance que cette même multinationale, donc ce marchand, et que parce qu'il achète le prix au prix qui lui est proposé, en fait, le prix est juste, par essence. C'est le problème du marché, tout simplement. En fait, c'est le problème, le biais d'information. Et donc, c'est effectivement pourquoi Louis Naro vient de dire que la période que nous vivons aujourd'hui depuis à peu près 200 ans, c'est effectivement une période centrée sur des rapports de force, parce qu'évidemment, le marché, c'est le moment du rapport de force. C'est rien d'autre que ça. Il n'y a pas de régulateur par la société, par la coutume, par l'habitus, par la religion, qui viennent réencastrer l'échange dans toute une série de valeurs qui permet évidemment de réguler l'acte du fort sur le faible. On pense à des exemples comme notamment l'interdiction de la pratique de l'usure. Oui, mais prenez même les sociétés antiques en Mésopotamie. Les systèmes monétaires, il y a des systèmes monétaires antiques qui étaient extrêmement pertinents, extrêmement poussés, extrêmement détaillés. Enfin, on n'a pas aujourd'hui inventé la bourse ou le calcul financier. Je ne dis pas que ça. Je ne dis pas que c'est un phénomène naturel parce que ça a de tout temps existé, mais en tout cas, il y avait des systèmes monétaires qui ont préexisté au système financier actuel. Et pour autant, l'échange marchand et le marché n'étaient pas mis au centre de la vie quotidienne. Et alors, comment on pourrait imaginer aujourd'hui, notamment, donc vous évoquez la question du prix, une troisième alternative entre justement cette notion d'offre et de la demande qui définit le prix et on pourrait ce qui se faisait par exemple sous le socialisme ou sous le communisme, un prix édicté par l'État. Le problème, c'est la place de l'État dans le capitalisme. Ce que vous pointez là, en fait, c'est la place de l'État dans le capitalisme. En fait, l'État est complice du capitalisme. C'est un facilitateur, un pseudo-régulateur, mais c'est jamais un empêcheur. Le problème, il est là.
Et là, on arrive sur la critique de Proudhon, Bien sûr. qui est intégrale, comme le nationalisme de Maurras. C'est pourquoi, d'ailleurs, les deux se lisent ensemble. Parce que Proudhon, au fond, il analyse bien les choses. Il voit d'un côté le problème du capital, et d'ailleurs c'est son premier ennemi, le premier qu'il va désigner. Et quand il parle d'ailleurs de la propriété, quand il dit la fameuse phrase que tout le monde connaît, la propriété c'est le vol, évidemment il ne s'agit pas de la propriété de son t-shirt, de sa paire de baskets ou quoi que ce soit. Il s'agit de la propriété privée des moyens de production mise entre les mains d'un détenteur du capital qui par ailleurs n'est pas travailleur. Proudhon, sa solution, dans le domaine en tout cas de la production agricole, c'est de revenir à la petite propriété privée des moyens de production. Parce que précisément, pour en revenir aux éléments constitutifs de tout à l'heure du capitalisme, si le travailleur est, au demeurant, propriétaire de ses moyens de production, il n'y a plus de phénomène de captation de la plus-value possible. On revient sur le premier élément constitutif du capitalisme, qui est la dissociation capital-travail. Il n'y a plus de dissociation. Voilà, donc, la solution de Proudhon est de ce point de vue-là plus radicale que celle de Marx, puisqu'en fait Marx part du principe à cause de son historicisme. Toujours la même chose, il part du principe que le capitalisme était une nécessité historique. Ce n'est pas un accident, on dirait en philosophie. Et à partir de là, il part du principe qu'il y a eu dissociation capital-travail et qu'on ne peut pas revenir dessus. Et que du coup, c'est l'État qui va venir réguler l'affaire et qui en fait va tout simplement accaparer le capital. Donc en fait, l'État, chez Marx, devient ce qu'on appellerait un État patron. C'est-à-dire un État qui tient exactement le même rôle que le détenteur privé du capital, sauf qu'il est public. Et c'est ce que voit Proudhon très rapidement. Et du coup, il identifie immédiatement un deuxième ennemi, qui est l'allié objectif du capital, qui est l'État. Et là, on arrive sur une critique, alors pour le coup, tout à fait intéressante et qui pourrait être de droite du capitalisme. C'est-à-dire une critique proudhono-maurassienne, qui est celle, on connaît, maintenant c'est impensif, mais celle du cercle Proudhon, etc. Mais agrémentée un peu d'une théorie de la révolution de Georges Sorel, ça donne une critique radicale de droite du capitalisme. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons là deux ennemis, non pas qu'ils seraient distincts, mais enfin, ils sont distincts, mais ils sont partenaires. L'État, alors ça ne veut pas dire pour autant, parce qu'on a beaucoup de discussions avec des camarades, dès qu'ils voient l'État et le capitalisme, ils pensent bolchevisme. Il faudrait distinguer. L'État a des degrés différents peut-être à coquiner avec le capitalisme. Il y a au moins 3 formes d'État mises en perspective avec le capitalisme. Il y a, on va dire, l'État-providence, qui, par la captation en fait de la plus-value d'un certain nombre de travailleurs, le redistribue sous forme de service public. Il y a l'État néolibéral ou ordolibéral. C'est-à-dire c'est l'État qui, par le biais de la fiscalité, là encore, capte la plus-value, mais pour la remettre dans la poche d'agents privés. C'est plus ou moins ce dans quoi nous sommes aujourd'hui et qui n'a rien à voir avec le bolchevisme. Et puis enfin, vous avez l'État bolchevique, on l'appelle bolchevique, mais en fait... Capitalisme d'État. Voilà, le capitalisme d'État, c'est-à-dire, en gros, l'État patron. Et l'État patron, c'est l'État qui capte toujours par la fiscalité la plus-value du travailleur, mais pour la mettre dans la poche de son propre ventre, en fait, pour grossir son gros ventre de fonctionnariat. Vous voyez ? Oui, c'est un peu... ça me rappelle, parce que justement, c'est cette première critique qui avait été faite, cette critique, on va dire, marxiste, et puis qui a donné au final le communisme, qui n'est qu'un capitalisme d'État, comme vous venez de le démontrer. Si la critique du capital était bonne, la solution, au final, était très mauvaise, puisqu'elle gardait de toute façon, dans l'idée que l'homme ne se définit... Et l'homme et la société ne se définissent plus que par des rapports de production et de consommation. C'est-à-dire que tout le système de valeurs qui préexistait avant, grosso modo, la révolution industrielle, c'était un système de valeurs, c'était la vertu antique, c'était la foi pendant la période médiévale. Donc c'était ces vertus d'honneur, de courage qui font des hommes, qui font des femmes, etc. Et cette solution qui a été donnée à la suite de la critique par la gauche du capital, donc qui est le communisme, en fait, n'est pas une solution, puisque on pourrait dire, et c'est Julius Evola d'ailleurs qui disait que communisme et capitalisme sont la même chose, dans le sens où effectivement, dans les deux cas, l'homme n'est que vu comme un producteur ou comme un consommateur. Ce qui au final fait que, mais avec bien sûr donc quelques caractéristiques différentes suivant les deux systèmes, mais quand on regarde à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ces deux choses sont extrêmement proches, comparé à toute l'étendue de tout ce qui a vraiment existé. En fait, avec alors on appelle ça le communisme. Alors il faudrait s'entendre aussi sur ce que c'est que le communisme. D'abord, le communisme historiquement n'a jamais existé. Enfin, Marx disait qu'il y a eu un communisme primitif qu'il localisait en Amérique du Sud, dans des tribus indiennes. Bon, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais existé. Et ce qui a existé en URSS n'est pas le communisme. C'est ce qu'on appelle la dictature du prolétariat, qui est supposée être une étape intermédiaire. Le communisme étant une société, je rappelle, sans État, sans police, sans monnaie, et sans classe. Donc en fait, on n'est jamais parvenu au communisme.
communisme, et sans doute que ça a à voir aussi avec le fait que le communisme ne puisse pas advenir. Avec la nature de l'homme. Voilà, enfin, exactement. Incompatible. Voilà. Il y aura toujours des classes, bon, c'est pas tellement le problème. Non, mais en fait, le grand problème appelons-le le marxisme, c'est-à-dire le socialisme allemand, le socialisme marxiste, le grand problème du socialisme marxiste, c'est que, une fois de plus, compte tenu du fait qu'il considère que le capitalisme est une nécessité historique, il ne revient pas non plus sur son troisième élément constitutif. Et ça, il faudra qu'on en parle, c'est-à-dire le troisième élément constitutif que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire l'expansion indéfinie de la logique capitaliste, mais qui implique, et là pour le coup, pour un homme de droite, un triple déracinement. Déracinement, alors on peut l'expliquer scientifiquement, mais je ne vais pas monopoliser la parole, mais je m'expliquerai tout à l'heure, mais un déracinement vis-à-vis de sa religion, un déracinement vis-à-vis de son identité, et un déracinement vis-à-vis de son anthropologie même. Pour des raisons X et Y, mais délocalisation, enfin des choses. Alors la délocalisation, c'est pour le déracinement vis-à-vis de son identité, parce que le capitalisme cherche toujours des nouvelles sources de revenus, donc il faut des nouveaux marchés spatiaux. Donc c'est les unions douanières, c'est là que la doctrine libre-échangiste vient au secours du capitalisme pour le justifier. Vis-à-vis de la religion, pourquoi ? Parce qu'il faut de la surproduction, mais la surproduction, il faut l'écouler, et pour l'écouler, il faut des consommateurs, et pour des consommateurs, il faut les déconnecter il faut les mettre dans l'hybris, d'une saine mesure, d'une saine voilà. Et puis enfin la déconnexion vis-à-vis de lui-même, parce que le capitalisme est obligé carrément d'étendre le domaine de la propriété à des choses qui sont par nature inappropriables, et en particulier son propre corps. Et il faut bien détruire, si vous voulez, tous les garde-fous religieux, éthiques, moraux, etc., pour faire que l'homme finisse par se considérer comme une chose appropriable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, c'est qu'il ne remet pas en cause. Et c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, on voit la GPA, oui, et puis alors, non, mais je parlais même là pour parler de l'extension à tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, il y a quand même, je crois que c'est une entreprise australienne, j'ai vu ça il y a 6 mois à peu près, qui vend des bouteilles contenant de l'air pur, qui a été... Je sais pas comment ils font, ils vont dans des montagnes en Nouvelle-Zélande, ils prennent de l'air pur dans les bouteilles, et puis ils leur vendent, et puis il y a des Chinois qui achètent ça dans leurs villes qui sont complètement polluées pour respirer l'air pur. Mais c'est ce qui se passe déjà avec l'eau. Et avec l'eau, il faut savoir que le capitalisme... La guerre du XXIe siècle. Oui, exactement. Sauf qu'il vous vend le contenant et non pas le contenu, attention. L'eau est une res communes, donc elle est inappropriable, mais il vend la bouteille, voilà, exactement. Non, mais effectivement, tout le sujet, c'est aussi de jusqu'où va aller ce monstre, en fait. C'est vrai que c'est là, la période actuelle ouvre aussi des champs de réflexion sur cet aspect-là du capitalisme, parce que on parle d'intelligence artificielle, on parle d'hypermécanisation. La concurrence de demain ne se fera plus entre riches et pauvres, elle se fera entre deux ingénieurs, un ingénieur indien et un ingénieur français, qui seront capables de diriger des machines, les deux au Pérou. Vous voyez, c'est donc on est là dans des mutations aussi actuelles. Ça, je pense que c'est quand même intéressant aussi de l'observer. Et dans le même temps, ces mutations, peut-être parce que elles passent des étapes de plus en plus visibles pour le vulgum pecum, que ça crée effectivement des réactions telles qu'on peut les voir à droite et à gauche. Maintenant, est-ce que ce sont de simples réactions ? Est-ce que c'est un réel détachement, une réelle fracture qui créera qui créera probablement des distances définitivement irréconciliables avec deux mondes, voire peut-être effectivement l'avènement de certaines phases un peu chaotiques. Là, voilà, c'est toute la question. Mais c'est vrai que à l'aube un peu là en 2019. On est quand même sur une mutation de ce capitalisme-là, parce que tous les États sont complètement alliés à ce moment historique-là, hein, quel qu'il soit conservateur. Tout à l'heure, vous évoquiez, l'un de nous évoquait la jointure entre le libéralisme et le conservatisme. On voit arriver des États qui sont effectivement qui élisent ou en tout cas à la tête desquels il y a des conservateurs, donc effectivement certaines sur la pratique, par exemple les pratiques sociétales, mais dans le même temps qui sont complètement à plat ventre sur toutes les étapes liées à l'échange de matières premières. Personne ne parle de l'exploitation du cobalt, par exemple, pour les téléphones mobiles. Enfin, chaque nouveau produit amène son lot de destruction. Moi, je suis pas un écologiste
à tout craint, mais bon, c'est tout à fait naturel de penser malgré tout la limite, et donc dans la limite, l'aspect naturel des choses, la planète, son écosystème de vie, quoi, hein, tout simplement. Donc effectivement, il y a cet aspect, il y a cette question quand même que ça pose. Moi, j'avais lu récemment un philosophe qui enseigne à l'université de Paris-X Nanterre, Jacques Bidet. Donc c'est son nom bien. Mais c'est vrai qu'il imaginait que en fait ce qu'on appelle l'époque postmoderne est en fait simplement une phase de mutation pour un ultra-capitalisme, comme il l'appelait. Donc j'ai trouvé cette analyse assez intéressante. En tout cas, il mettait le doigt sur quelque chose. Pour une fois, on n'était pas sur une ère de fin pré-apocalyptique, mais au contraire sur une phase de transition. Et c'est assez rare de le remarquer. Si je vous suis, donc on peut dire qu'en plus que le capitalisme, en plus d'être l'exploitation de l'homme par l'argent, c'est aussi en plus l'exploitation de la nature par l'argent. Oui, bien sûr, oui. Charvet. C'est exactement, enfin, vous avez avancé, mais c'est exactement ce que je voulais dire sur le fait que le capitalisme était un organisme extrêmement mutagène et que malheureusement depuis 2 siècles et demi, 3 siècles il existe, il a réussi, on en est quand même à la 5e, 6e révolution capitaliste, je crois, et on le voit bien aujourd'hui avec la problématique par exemple de l'écologie, où la question n'est plus tant de comment réduire la production d'électricité, par exemple, en fermant les centrales nucléaires, mais plutôt en comment trouver de nouvelles énergies pour continuer à consommer pareil en prenant un petit peu moins de risques. C'est le problème avec tous les biocarburants, etc., où on détruit les forêts dans tous les sens pour faire des champs de colza ou d'autres végétaux pour faire du pétrole vert. Et le drame de cette espèce de Moloch qui s'auto-dévore et qui se dévore lui-même le ventre régulièrement, c'est que il trouve toujours le moyen d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus au fond. Par exemple, le capitalisme exploitait l'homme au départ uniquement pour l'exploiter comme une bras pour les machines. Maintenant, c'est plus le bras uniquement qu'il utilise, c'est le ventre. C'est le ventre des femmes. Et malheureusement, en fait, plus on avance et plus le capitalisme dévore de plus en plus fort, de plus en plus loin, même l'inimaginable. Vous parliez de l'air tout à l'heure. Je sais pas, peut-être que demain ça sera les paysages. Je sais pas, des choses qui nous paraissent absolument naturelles, immatérielles, et les rêves, absolument, les rêves, tout à fait. C'est un excellent sujet. La réalité augmentée. Tu le cites à l'instant, ça je me greffe là sur l'échange, mais la réalité augmentée, qu'est-ce d'autre que de marchander des rêves? C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous habitez dans un HLM, je vais pas changer le HLM, je vais vous vendre un masque qui va vous faire croire que vous êtes ailleurs. Et je vous le vends. Ça me fait penser à l'œuvre d'anticipation de Ray Bradbury dans Fahrenheit 451. Les personnes, alors aujourd'hui, c'est ramené à ce qu'est la télé, les séries télévisées, mais les murs entiers sont des écrans qui projettent la vie d'autres personnes à longueur de journée, en fait. Et on est complètement, et ces personnages sont complètement captés par ça, et on oublie du coup la misère de leur propre vie, en fait. Ce qui est tragique sur justement avec le capitalisme et le rêve, c'est que le capitalisme crée toujours une normalisation. Et c'est-à-dire qu'il est tout à fait probable c'est très juste. Et on l'a déjà aujourd'hui avec le visionnage de séries télévisées, etc. On a une standardisation de plus en plus intégrale et de plus en plus mondiale du mode de vie. C'est-à-dire que vous regardez le cinéma il y a encore 50 ans, vous aviez un cinéma français, un cinéma italien, un cinéma indien ou américain, que sais-je. Aujourd'hui, l'ensemble de la production mondiale, vous allez en Russie, vous avez le même Love Story ou The Voice que en France, que aux États-Unis. Et en fait, on a déjà une normalisation justement pour faire un consommateur de plus en plus malléable et pouvoir vendre la même saloperie vestimentaire ou décorative
puisque la décoration c'est aussi un sujet du capitalisme absolument désespérant, déprimant. Les Ikea, Habitat, machin, etc., qui produisent en colle et en poussière de bois partout pour tous les pays du monde, on a une normalisation, une standardisation de l'homme jusqu'à n'en faire qu'une espèce d'objet informe et inintéressant. Hybride, métis et consommateur. Mais parce que, par ailleurs, le capitalisme, assez paradoxalement, ne conduit pas du tout à il part du principe qu'il y a concurrence entre les agents, mais sa tendance naturelle, sa pente naturelle, c'est le monopole. Et s'il y a monopole ou s'il y a une pluralité de petits monopoles, évidemment, ça induit en fait une standardisation de la production, donc une standardisation des goûts, eux-mêmes induits par une standardisation de la publicité, etc., etc. Donc, c'est-à-dire l'homogénéisation en fait du monde va de pair avec une expansion territoriale du marché ou sa globalisation, c'est-à-dire le décloisonnement du marché mondial, comme on dit en termes techniques, et deux, avec la formation de monopoles qui, du coup, qui deviennent en fait les sources exclusives d'offres. Mais j'aimerais juste dire un truc sur ce que vous disiez quelque chose tout à l'heure. Vous disiez que le capitalisme était intrinsèquement mutagène. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant comme idée, parce que en réalité, Marx l'a dit, que le capitalisme avait une faculté de mutation et d'adaptation à ses crises internes et qu'il les digérait en quelque sorte pour ressortir sous une sorte de phénix en fait, qui ressuscite toujours de ses cendres. Mais paradoxalement, et en même temps, c'est-à-dire Marx a péché un peu par optimisme, mais encore trop par historicisme, c'est-à-dire qu'il pensait que la révolution elle-même serait mécanique. C'est-à-dire sa grande idée, et là pour le coup il s'est complètement planté, ce qui va donner plus tard ce qu'on appellera le révisionnisme au sens marxiste du terme, c'est-à-dire ceux qui remettent en cause l'historicité marxiste du point de vue marxiste. Dans son idée, le capitalisme conduisait nécessairement à une paupérisation des travailleurs. Alors au 19e siècle, c'était simple de le soutenir. Le problème, c'est qu'au tournant du 19e siècle, on voit que la classe prolétaire, c'est un peu la théorie du ruissellement, elle bénéficie un petit peu quand même des bénéfices du capitalisme. Et du coup, un certain nombre de gens se sont dit, s'il n'y a pas de paupérisation mécanique, comme l'avait prédit Marx, du prolétariat, du coup, il n'y aura pas de révolution mécanique, parce que la grande idée de Marx, c'est s'il y a paupérisation mécanique, il y aura embrigadement mécanique dans des partis révolutionnaires, donc révolution mécaniquement. Et à partir de là, on a deux grandes tendances, parce que le marxisme, plus grand monde aujourd'hui ne le prône, en tout cas dans son intégralité. Il y a deux grandes tendances qui, elles, pour le coup, il y en a une des deux que nous avons en face, en fait, et qui est un vrai ennemi. La première tendance, c'est la tendance social-libérale, ou social-démocrate, comme on dit. C'est-à-dire, on fait du capitalisme moral. Bon, voilà, le capitalisme n'entraîne pas une paupérisation, on va le moraliser à la marge. Et alors là, vous en avez plein. Hein. Et alors là, pour le coup, la droite, sans parfois le savoir, est très victime de cette social-démocratie. Et puis la deuxième tendance, qui pour le coup est assez éteinte, c'est la tendance de Georges Sorel, c'est-à-dire syndicaliste révolutionnaire. C'est-à-dire que si le capitalisme en fait ne conduit pas mécaniquement à sa propre fin, il va falloir la précipiter, cette fin. Voilà. C'est la tendance de Sorel. J'aime bien, moi, définir, on va dire, c'est pas moi qui le tiens, je l'ai entendu chez un de nos maîtres à penser, un professeur de philosophie qui se reconnaîtra peut-être s'il nous écoute ce soir, qui distingue en fait trois périodes historiques dans le capitalisme. C'est-à-dire que vous avez la première qui va grosso modo de la révolution industrielle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et qui est un jeu à somme nulle entre les détenteurs du capital et les travailleurs, puisque chacun s'annule, grosso modo, jusqu'à la crise de 29, grosso modo. C'est jusqu'à la crise de la surproduction, en fait. Et alors, après, vous avez la deuxième période jusqu'aux années 80, puis la troisième période depuis les années 80 du capitalisme, on va dire, financiarisé. Vous me dites si je me trompe, Raoul. Mais, et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a à la charnière, à la fin, avec cette crise de 29, donc crise de surproduction, il faut que, et ça c'est Danny Robert Dufour qui en parle, je crois, qui parle il dit comment la pin-up a sauvé le capitalisme. Il parle du rôle de la publicité. C'est Bernès, ça. Puisqu'il y a une crise de surproduction, il faut trouver un moyen pour écouler, pour faire plus consommer. Et c'est là qu'apparaît la publicité. La laideur se vend mal. Et, mais alors, oui, c'est ça. C'est ce dont on parlait tout à l'heure quand je disais l'expansion indéfinie du capitalisme, son troisième élément constitutif. La première chose, c'est qu'il doit, pour pouvoir conjurer la baisse tendancielle de profit, produire davantage.
Mais si l'on produit davantage, il faut écouler davantage. En fait, il faut que des gens consomment davantage. Parce qu'au fond, jusqu'à la crise de 29, le capitalisme, c'est un capitalisme qui est productif et dont la consommation, en fait, est tournée vers la bourgeoisie. Parce que la bourgeoisie, l'esprit bourgeois, qu'est-ce que c'est ? C'est la consommation du surnuméraire, de ce qui ne sert de rien, en gros. Je veux 20 paires de baskets, alors qu'une seule me suffirait. Et donc le grand truc qui se passe avec la crise de surproduction de 29, c'est qu'à un moment donné, on se dit, il va falloir en fait convaincre le prolétariat d'adopter un mode bourgeois de consommation. C'est-à-dire en fait, il va falloir le convaincre de consommer ce dont il n'a pas besoin. On sort en fait d'une économie de la survivance pour le prolétariat et on le rend consumériste. Et quel est l'ennemi ? C'est la morale classique, la morale traditionnelle, en l'occurrence en Europe portée par le catholicisme romain. L'ennemi, c'est cela, c'est-à-dire c'est la condamnation de la démesure, de l'hybris, disaient les Grecs, etc. Et là, on a deux agents. On a, au niveau de la superstructure, pour parler comme Marx, donc on a un premier agent qui est la publicité, le publicitaire, donc qui essaie de susciter du désir. Il faut relire Serge Latouche là-dessus, c'est hyper intéressant. D'où cette pin-up, puisque après cette crise de 29, on a mis des pin-up sur tous les produits ménagers, le chocolat, les chaises, mais tout. C'est Édouard Bernays qui a eu cette idée de faire aux États-Unis mettre des pin-up sur des chars qui fumaient des Malbec pour que tout le monde veuille fumer des Malbec. Et en fait, il faut quand même savoir que notre cher Édouard Bernays était inspiré par Goebbels, qui était ministre de la propagande allemand, et puis deuxièmement Gustave Le Bon, il avait lu La psychologie des foules. Donc il savait ce que c'était que le pouvoir suggestif d'un publicitaire authentique. Et puis ça suffit pas, parce que pour amener le chaland à aller consommer en permanence du surnuméraire, il faut un peu plus que ça. Et là, on a à un autre niveau superstructurel toute une philosophie hédoniste qui a beaucoup à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la French Theory, etc., qui viendra un peu plus tard, et qui consiste en fait à inverser la marge, la norme, etc., et à détruire en fait le fond de mesure aristotélicienne qu'il y avait encore dans l'homme européen pour le faire s'abîmer dans la consommation à tout crin. Une étape qui est amusante de noter, sur la base un peu de la conversation qu'on vient d'avoir, c'est l'évolution de la publicité en marketing. C'est-à-dire que autant la publicité, elle avait vocation, c'était finalement C'était la réclame. C'était la réclame, c'était l'aspect binaire. Il était d'ailleurs à la hauteur du capitalisme de l'époque. C'est-à-dire qu'on vendait des bagnoles, on produisait des bagnoles, fallait vendre des bagnoles. Là, on est sur complètement autre chose aujourd'hui. On vend quelque chose d'inutile et on le rend utile. Oui, c'est-à-dire que et l'habitus qui le rend utile. La publicité s'est transformée en marketing. C'est-à-dire que faut regarder l'iPhone. Pour moi, je trouve ça génial enfin voilà, je trouve ça assez incroyable, cette capacité de chaque année de créer un téléphone qui ne change plus. Quasiment plus. Qui ne change plus. À part peut-être les dimensions, à part peut-être la résolution de l'écran, à part peut-être un mécanisme intérieur qui vous fait avoir 8 applications ouvertes plutôt que 2. Enfin, je dis au hasard, hein, mais enfin, c'est pour dire à quel point c'est absolument rien, et qui vous le fait passer chaque année pour le sommet de la nouvelle technologie. Une technologie révolutionnaire en soi, puisque eux, c'est leur credo, c'est-à-dire que nous avons révolutionné la téléphonie, nous avons révolutionné la relation à la machine, etc. etc. Et chaque année, vous avez des gens qui font le pied de grue pendant des jours aux boutiques. Pour claquer un SMIC dans un téléphone. C'est-à-dire qu'effectivement, cette capacité mutagène fait quand même présager on se pose la question quand même de la limite, quoi. On se pose la question de la fin de cette phase-là et de quelle manière elle va avoir lieu. Il n'y en a pas. C'est juste dans une certaine mesure, un sujet qu'on réabordera sûrement un petit peu tout à l'heure, mais le problème qu'on a chez certains gilets jaunes, pas tous, il y en a vraiment qui crèvent de faim, mais c'est que, et d'ailleurs dans les cités c'est le même problème, c'est ce désir de consommer comme à la télévision, sans en avoir les moyens, et c'est l'objet de Je suis pas d'accord avec ça. Pour certains, malgré tout... Des gilets jaunes ? Ouais. Bah si, il y a comme il y en a. Je pense qu'il y en a qui sont non, je suis pas. Termine et puis Mais alors c'est peut-être plus vrai pour les gens des cités que pour les gilets jaunes, mais malgré tout, on le voit aussi, et on le voit bien dans certaines campagnes, quand on va chez des gens qui n'ont manifestement pas grand-chose et qui malgré tout ont un écran plat dans le salon. Oui, mais ça c'est l'argument qu'on entend souvent d'ailleurs justement chez les foulards rouges. C'est pas moi. Qui vous disent non mais ils manquent de rien, ils ont 2 bagnoles. C'est pas tout à fait exact, parce que l'iPhone avec un forfait free, il vient à 20 balles.
Et donc, et aujourd'hui, de toute façon, le problème, si vous voulez, c'est que vous n'êtes pas totalement détaché de votre écosystème. Exactement. Sans téléphone, vous ne pouvez pas trouver de travail. Donc à un moment donné, il faut chevaucher le tigre. Alors, j'avais, voilà, c'est exactement ça. Il y avait je sais plus, le nom m'échappe là, mais je regarde en ce moment pas mal d'interviews. Bon, évidemment d'entretien. Je rappelle quand même que nous sommes sur Radio Courtoisie, le cochon, la libre journal, le libre se tournait de lui-même, il me regarde. Donc et j'écoutais effectivement un je sais plus quel bonhomme de gauche, mais qui parfois évidemment ils tiennent des propos très justes, notamment sur la critique du capital, de la société moderne, etc. Bon, on n'est pas tout à fait d'accord sur les solutions, mais sur le constat parfois on peut l'être, et qui disait mais attendez, de toute façon aujourd'hui vous êtes porté, vous n'êtes pas totalement détaché de votre environnement. Vous pouvez pas décider du jour au lendemain. Si vous décidez du jour au lendemain de ne plus avoir de téléphone, il faut être soit dans une profession qui vous le permet, donc déjà en place, avec des moyens de subsistance propres, donc propres au sens propre à vous, donc qui ne dépendent de personne d'autre, donc c'est l'autosubsistance. Si vous êtes dans un emploi rémunéré, dans des périodes de chômage difficiles, dans des étapes de vie qui nécessitent d'interagir avec votre écosystème, vous ne pouvez pas ne pas avoir d'ordinateur, ne pas avoir de téléphone, ne pas avoir de voiture. Par exemple, je termine là-dessus, sur l'exemple. Pourquoi, moi c'est mon interprétation, pourquoi le gaz, le prix de l'essence a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Parce qu'en fait, et c'est pour ça que je suis très vigilant à répondre à toute critique sur ce mouvement. Mais je sais que c'est un peu à dessein pour lancer le débat. Mais en fait, ce sont des gens à qui on a enlevé le train, les hôpitaux. On a appliqué depuis la LOLF, la loi organique de loi de finances 2001, fin des années 90, début des années 2000, donc qui est en fait la constitution des finances publiques. Qui a fait date, c'est-à-dire qui avait vocation à révolutionner la gestion publique, donc des deniers publics, en introduisant des méthodes privées, et notamment, évidemment, les pires de toutes, le rentabilisme. Moi, j'ai pas mal travaillé à l'époque sur cet aspect-là des choses, et donc je démarrais dans mon parcours d'économie, et j'avais alpagué mes profs à l'époque, les libéraux, un libertarien, donc un peu plus malin que la moyenne, et à qui j'avais dit, mais en fait, on pourrait tout à fait appliquer le principe d'efficience à un service public, à condition de poser en soi ce qu'est un service public par rapport à un environnement marchand. Un service public, c'est pas une question d'argent, c'est une question de service rendu et de coût utilisé, et en prenant dans l'équation, mathématiques en l'occurrence, l'aspect de péréquation, de redistribution, etc. Donc c'est en fait la redistribution qu'il faut rendre efficiente, pas le coût stricto sensu, mathématiques comptables. Le problème, c'est que dans la LOLF, ils ont repris tout le rentabilisme du privé et ils l'ont pris au public, qui est évidemment pas adaptable. Donc on a enlevé à tout un pan de la population un service public de proximité et on leur a dit, prenez la bagnole. Je prends la bagnole, je ne dis rien, et maintenant tu me dis que je pollue. Là, c'est trop. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est exactement le même raisonnement. Mais pourquoi ils utilisent la voiture? Mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Juste, après, je vous laisse parler. Juste simplement, ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, il y a une aspiration à la consommation qui est naturelle. Je vais pas dire normale. Je vais pas dire naturelle, qui est normale. C'est-à-dire que au vu de la pression à la consommation qui existe aujourd'hui, il n'est pas anormal que ces gens aient envie de faire, entre guillemets, comme tout le monde. Et je ne dis pas qu'il faut qu'ils arrêtent ni d'avoir une voiture ni d'avoir un téléphone, mais peut-être de ne pas avoir le dernier téléphone, de ne pas avoir la plus grande télé. Et j'ai vu récemment un reportage qui était extrêmement touchant, notamment pendant les périodes de Noël. C'était un truc sur les différentes familles, comment on fête Noël. Donc il y avait la famille de cathos qui s'offrait que des cadeaux utiles, machin, etc. Et il y avait une dame admirable par ailleurs qui avait une tripotée d'enfants, qui venait de se faire plaquer par son mari et qui du coup avait, je crois, 150 € pour faire des cadeaux pour ses enfants. J'étais à la fois extrêmement touché par cette dame qui s'est démenée comme une diablesse pour voilà, et à la fois désespéré parce que finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté 150 balles de merde made in Taïwan, d'épées en plastique, de machin, etc. Évidemment, enfin, je la comprends, cette dame, mais ce que je veux dire, c'est que
je pense malgré tout qu'il y a quelque chose qui est vicié, quoique normal, qui n'est pas très sain. Voilà. Parce que encore une. Pardon. Non, parce qu'on sort quand même de 2 siècles et demi du capitalisme. Non, mais... Et l'argument en fait bourgeois consiste en fait à reprocher aux prolétaires, après lui avoir mis au moins 70 ans de propagande consumériste dans la tronche, lui reprocher, oh mon Dieu, d'être un peu trop consumériste et d'avoir des goûts de luxe. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut revenir à la figure du bourgeois. Parce que je vous fais pas le grief de l'être. Hein. Et je sais que vous je me bats tous les jours pour ne pas l'être. Tu es un bourgeois. Tu es un bourgeois, comme disait l'autre. Mais en nous, bien sûr. Mais pas que. Non, en nous. Voilà. Et quoi qu'il en soit, l'esprit bourgeois, le bourgeois aussi, il est mutagène. Il est à la figure, il est à l'image en fait du système qu'il sert et qui le sert surtout. Le bourgeois aussi, il est mutagène. Le bourgeois, en fait, il est tantôt révolutionnaire quand ça l'arrange, tantôt conservateur quand ça ne l'arrange plus. Il est très catholique quand ça l'arrange. Confère le discours d'un certain nombre de patrons catholiques au XIXe siècle, et puis il cesse de l'être, et au contraire, il devient complètement hédoniste, matérialiste, sadien quand ça l'arrange plus. Et puis, il appelle à la consommation en disant « Mais attendez, le capitalisme, c'est le bonheur pour tous, c'est l'hédonisme, tout le monde peut consommer. » Et puis alors, en revanche, quand il s'agit de se serrer la ceinture, comme il le dit souvent, ça, de se serrer la ceinture, lui, il se la serre pas beaucoup. Mais quand il s'agit de se serrer la ceinture, là, il fait la grande morale de la mesure, de l'anti-hybris, en disant toujours « Attention, il y a la némésis derrière, aux pauvres prolétaires qui, lui, croyaient avoir compris que depuis 70 ans, qu'il fallait au contraire consommer. » Donc, il faut se méfier de ça. Moi, je pense surtout que, pour en revenir, le mouvement des Gilets jaunes, il faut comprendre en fait que c'est un mouvement de masse, et que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est précisément sa nature collective. Peu importe au fond les mobiles individuels qui peuvent nous mener dans la rue. Certains y vont effectivement parce qu'ils n'ont pas assez de pognon, d'autres y vont parce qu'ils en ont assez mais ils en aimeraient plus, puis d'autres y vont pour d'autres raisons. En fait, peu importe, ce qui est intéressant dans les Gilets jaunes, c'est son corps collectif. Alors qui subit des ruptures en interne, ça on le sait, mais ce qui est intéressant, c'est le corps collectif. Moi, je crois beaucoup en l'inconscient collectif. On a du mal à mettre des mots. D'ailleurs, on aurait tort de venir diagnostiquer tout de suite parce qu'on n'a pas assez de recul sur ce que c'est que les Gilets jaunes. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une émergence complètement improbable dans l'histoire tranquille du capitalisme libéral et républicain de quelque chose qu'on appelle le peuple et qui n'a jamais conscience d'être un être collectif, mais qui se meut comme être collectif. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est absolument passionnant. D'où les réserves, le gouvernement est aux abois, l'autre s'est fait défoncer sa porte, Griveaux là. Tout ça est assez extraordinaire. Et pour quelques militants, on va dire de la cause nationale, qui essayaient de ne pas pécher par pessimisme, suivant la leçon du maître de Martigues, mais pour lesquels il devenait difficile quand même de soutenir à corps et à cri que non, rien n'était désespéré, que la France existait encore, que le peuple existait encore, alors que tous les signaux étaient au rouge. Mon Dieu, c'est plus simple pour nous depuis 2 mois, non ? Et puis, il y a quand même quelque chose qui, je pense, une erreur peut-être dans laquelle il faut absolument pas tomber. C'est la figure du peuple beauf. Qui a été finalement démocratisé, c'est un peu paradoxal, mais depuis l'esprit canal, quoi. C'est-à-dire que le gars qui a pas beaucoup d'argent, finalement son premier réflexe c'est de s'avilir devant la télé et de regarder Hanouna. Moi, je suis à peu près sûr que je vois les audimat, etc. Sûrement que Hanouna est beaucoup regardé, mais je suis à peu près sûr que tout le monde le mange pas comme ça en lecture directe et en mode binaire. Et puis après tout, on est tous riches ou pauvres, on est tous des personnes qui sont. On est tous le beauf de quelqu'un. Non, c'est pas ça, mais on est tous liés à un environnement. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que celui qui a les moyens de s'en détacher ne s'en détache pas que celui qui n'aurait pas les moyens de s'en détacher devrait plus que lui s'en détacher. Je veux dire, c'est quand même assez paradoxal d'imaginer que celui qui, mère célibataire avec 3 enfants. Le premier réflexe, c'est quand même de contenter le plaisir, la satisfaction première, et que votre fille ou votre fils puisse aller à l'école avec peut-être, pour une fois, les baskets à la mode. Non, bien sûr. Enfin, je veux dire, à un moment donné, combien de mères ou de pères ont cédé à ce chantage-là alors qu'ils pourraient ne pas le faire ?
Non, mais pour revenir à la figure du bourgeois dont on parle beaucoup, le premier dans le pathos. Le premier des beaufs, c'est le bourgeois. Parce que d'ailleurs, l'un des premiers réflexes du bourgeois, c'est l'inversion accusatoire. Ça fait partie de son axiomatique. Donc il traite en fait le prolétaire, le paysan, bref, le travailleur. Si on entend par bourgeois le détenteur du capital, et pour revenir à notre sujet tout de même. Mais si l'on entend par là, en fait, le premier des beaufs, c'est le bourgeois. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être un beauf, en fait? Être un beauf, c'est pas faire des fautes de goût. C'est considérer qu'en fait, le goût n'est pas une question. C'est-à-dire être indifférent au goût. C'est ça, en fait, être un beauf. C'est pas faire des fautes de goût, parce qu'après tout, tous les goûts sont la nature, comme dit l'adage. Mais c'est pas faire de fautes de goût, c'est de considérer comme complètement indifférent la question du goût. Peu importe pourquoi, parce que le bourgeois, son axiomatique, elle n'est pas ordonnée au beau, au vrai et au bien. Mais à l'utilité. Mais à l'utilité. Et au paraître. À l'intérêt bien compris, et au paraître, évidemment. Pour maximiser son intérêt bien compris. Non, mais c'était pas du tout une. Enfin, nos auditeurs. On a fait toutes les manips. Nos auditeurs qui nous écoutent régulièrement savent à quel point. Quelle est la... C'est pour ça sent encore la lacrymo. À quel point j'ai une immense tendresse pour les. Je le sais. Pour les gilets jaunes, donc tu fais ton rôle de lancer des choses. Non, mais absolument. Mais d'ailleurs, ma chronique, vous êtes arrivé un tout petit peu en retard, mais ma chronique est évidemment encore une fois ce mois-ci sur les gilets jaunes, plus sur les foulards rouges justement ce mois-ci, en disant justement que il fallait aussi que tout le peuple, c'est aussi la somme des gilets jaunes et des foulards rouges. Et même si évidemment, j'avoue que j'ai été beaucoup plus à l'aise chez les gilets jaunes que chez les foulards rouges où j'étais ce week-end, où je me suis d'ailleurs mangé quelques coups de parapluie. Mais les foulards rouges, enfin, il y a un vrai problème de communication entre ces deux parties du peuple, et c'est surtout qu'il y a un problème qui est plus grand dont on ne parle plus aujourd'hui et qui pourtant continue. C'est pas parce que la presse n'en parle plus que ça n'existe plus, bien au contraire. On continue malgré tout à avoir quand même des bateaux de migrants qui arrivent tous les jours. On a au moins 130 djihadistes qui vont rentrer très prochainement en France pour être jugés, etc. Donc je pense que d'ici peu, il va quand même falloir se serrer les coudes. Au-delà des questions du prix du pétrole et de nos... des vieilles saloperies que la gauche a mis dans les pattes des gilets jaunes, à savoir la haine du riche et ni Dieu ni maître. Voilà. Là, c'est pas tant le ni Dieu ni maître, c'est surtout le gros problème, la grosse mutation qu'il y a eu dans les thématiques des gilets jaunes par rapport au début. Au début, c'était une thématique vraiment de droite, à savoir autonomie, on veut vivre notre travail, et enracinement, on veut vivre chez nous. C'était quand même les premières revendications des gilets jaunes, c'était celle-là, donc autant dire que c'était derrière. Dans l'ordre de la première d'ailleurs, et après la deuxième. Pardon ? Dans l'ordre de la première. Avant. Absolument, tout à fait. Et alors il y a eu ensuite la question du référendum d'initiative populaire puis citoyenne, qui, moi, j'avoue, je suis assez partagé. Je pense que si jamais le pouvoir le lâche, c'est qu'a priori, ça sert à rien. Donc, faut pas trop y croire. Mais c'est surtout, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est cette haine chronique du riche pour le riche. Vous dites ça parce que vous êtes riche. Malheureusement, même pas. Non, mais malheureusement, même pas. Mais c'est son gilet jaune sur sa Porsche. La notion... la notion d'envie, et puis surtout l'impôt sur la fortune, on peut en penser ce qu'on veut, mais à mon sens le vrai problème évidemment n'est pas là. Le vrai problème c'est ce qu'il faut taxer, c'est les mecs qui vont mettre leur argent à la fraîche à l'étranger pour autre chose que parce qu'ils sont saignés. Il y a des militants qui le font. Non mais on va pas parler de fiscalité ce soir. On s'égare pas sur cette question, messieurs. On continue. On aura l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Il y a une question qui me tient beaucoup à cœur avec celle du capitalisme, de ce système capitalisme. On dit aussi beaucoup, on parle beaucoup aussi de système techno ou technico-capitaliste. Et alors j'aime bien faire pas ce parallèle mais ce rapprochement, parce que je trouve que la technique et la machinisation du monde va de pair avec facilite et va de pair avec son expansion, avec l'expansion de la vente d'objets, quoi. Le fait que tout devienne marchand se passe aussi par la machinisation, parce qu'on parlait par exemple de la vente d'iPhone, des nouvelles technologies, etc. La machine
a aussi son rôle dans la dénaturation de l'homme, de sa morale, de son enracinement, etc. Et parce qu'elle facilite et alors il faut la produire bien sûr. Et puis parce que elle facilite l'assouvissement, enfin elle facilite la soumission de l'homme au capital. Pour Marx en tout cas, on connaît la mécanique. C'est la révolution, quand on rentre dans le détail de l'avènement du capitalisme, il dit bien que c'est la révolution des moyens de production qui conduit à une révolution des rapports de production. Donc les rapports de production, c'est les rapports de classe. Effectivement, quand vous avez une nouveauté technologique qui advient, vous avez ceux qui ont la capacité d'investir dans cette nouveauté technologique et ce faisant, ils rebattent les cartes. Bon. Et autour de cette technologie vont se créer des rapports de force, des nouveaux rapports de classe, et c'est comme ça que Marx explique le passage de la société de l'esclavage à la société féodale à la société capitaliste. Mais là, pour le coup, je pense que... Alors, il n'y a pas de sens de l'histoire du point de vue du progrès moral. Bon, ça, c'est une évidence, je pense. Il n'y a pas de sens de l'histoire du point de vue des régimes. Mais en revanche, il y a un sens de l'histoire vis-à-vis du progrès technique. Et c'est ce que nous apprend la mythologie grecque. Je veux dire, Prométhée, c'est exactement cela. On ne peut rien faire contre le fait que la technique augmente. Bon, ça veut pas dire qu'il faut s'en féliciter, mais l'histoire est tragique. C'est pas nous, hommes de droite, si l'on est, qu'on va l'apprendre. Donc l'histoire est tragique, on peut rien faire contre cela. Non, parce que je vois la chose venir. C'est-à-dire que si l'on commence à rentrer dans une critique de la technique, ça signifie que notre anticapitalisme va venir se fondre avec la doctrine de la décroissance. Le problème du décroissant, c'est qu'il y a un angle mort chez lui. C'est-à-dire que lui, le problème avec ce qu'il voit comme problématique dans le capitalisme, c'est le productivisme. Son grand truc. Le gâchis Voilà, moi je me souviens, à un moment, évidemment, comme beaucoup, j'ai été séduit par Serge Latouche, Vincent Chénet, etc. Et je les lis toujours avec beaucoup d'attention, évidemment. Et j'avais parlé avec un ami trotskiste, mais un authentique, pas un néo, un vrai de vrai, un révolutionnaire. Et je commence à lui faire état de mes thèses de décroissance. Et en fait, il m'a tout bonnement rionné en me disant que cette espèce c'était une obsession en fait bourgeoise. Il n'avait pas complètement tort, je pense. Et c'est une obsession bourgeoise que de porter le grief sur la technicité inhérente au capitalisme ou le productivisme inhérent au capitalisme. Le problème du capitalisme, c'est pas la question du productivisme. On peut rien faire contre cela. L'homme produira de plus en plus, peut-être parce qu'il aura de plus en plus de technologie. Non, le problème, c'est la répartition des rapports de force. Le problème, c'est cela. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une classe qu'on appelait bourgeoise, mais qu'il faudrait peut-être redéfinir. Mais d'un côté, il y a une classe oisive, détentrice des moyens de production, et qui loue ces moyens de production et qui tire un bénéfice sur le dos du travailleur qui, lui, charbonne et qui n'est pas détenteur des moyens de production. Voilà le problème, en fait. Et on ne sort pas de cela. S'il y a bien quelque chose à retenir de l'analyse marxiste, c'est bien cela. Ce qu'il appelait, lui, la lutte des classes, qui est un fait. Et pour en revenir, tout à l'heure, tu semblais dire que il faudra bien qu'un jour les gilets jaunes et les foulards rouges se parlent. Et de manière plus générale, au fond, c'était un peu la thématique de la réconciliation. Il peut pas y avoir de réconciliation. Alors, évidemment, le gilet jaune et le foulard rouge, on va les prendre comme des figures archétypales. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais disons que le gilet jaune serait le producteur et que le foulard rouge serait le détenteur des moyens de production. Il peut pas y avoir de réconciliation. Je pense que c'est la grande erreur qu'ont commise des gens qui me sont chers, mais je veux dire les René de la Tour du Pin, les Albert Demain, tous les porteurs du néocorporatisme, du catholicisme social. Ils ont voulu réconcilier les classes avant que d'avoir limé les crocs du capital. On réconcilie pas le capital et le travail sans avoir d'abord neutralisé le capital. Après, on discute. Mais le loup dans le poulailler, d'abord tu le dégages, après tu discutes avec lui. Tu lui mets la muselière après. Mais d'abord tu le dégages du poulailler. Un des acolytes d'Albert Demain était un chef d'entreprise, patron d'usine, et c'est le seul à avoir échoué dans son entreprise de propagande dans son propre milieu. C'est exactement ça. J'en parle maintenant parce que j'y ai pensé tout à l'heure, mais ça tombe à point. C'est exactement ça en fait. Il y a un environnement dans lequel c'est effectivement irréconciliable. C'est comme l'huile et l'eau, quoi. Ça se mélangera jamais. C'est diffuser dans un environnement, dans un environnement capitaliste, une pensée sociale. Alors, c'est impossible. C'est antinomique. Ça peut être. Alors, à mon sens, évidemment, d'un point de vue purement archétypal, ça ne marche pas. Je me faisais la réflexion vendredi dernier. Je parlais avec un
je parlais avec un garçon qui vient de la campagne et qui me disait moi les gilets jaunes au début j'étais contre, bon maintenant je suis pour ce que j'ai compris, mais mon père qui est médecin, machin, les gilets jaunes, enfin lui il comprend pas et tout. Enfin il bosse, non, il est pas médecin d'ailleurs, enfin bref il bosse beaucoup, etc. Et je dis mais Donc c'est un travailleur. c'est un travailleur, mais Qui a une petite, enfin, qu'à son. non mais c'est un travailleur, mais alors parce que Là, c'est on va vrai mettre qu'on n'a le pas doigt défini sur, le terme de quelque bourgeois chose. tout à l'heure. Parce que Et parce qu'en effet, aujourd'hui, Il y a le patron, il y a l'entrepreneur, Eh oui, il y a l'actionnaire et il y a l'entrepreneur. exactement. Voilà, il y a deux L'actionnaire, c'est choses pas le patron. différentes. Pour reprendre une L'actionnaire, c'est le définition de capitaliste. Georges Le Valois, patron, il n'est pas capitaliste, c'est un travailleur. pour mais reprendre d'ailleurs le vocabulaire de Georges Valois, il parlait de producteur et non pas de travailleur. Mmh. Ça englobe, c'est quelque chose d'un peu plus large. Comme tu disais. Et effectivement, le problème, en tout cas moi, la dent que j'ai définitivement contre Marx, parmi d'autres, mais celle-là principalement, c'est que comme le capitalisme, ils ont tué la valeur travail. Ça fait bizarre de dire valeur travail parce que ça a été un slogan de campagne récente, mais vous voyez ce que je veux dire. Surtout Adam Smith. C'est, Non, mais Ça fait encore plus bizarre. juste pour revenir, parce qu'en réalité, les gilets jaunes les foulards rouges, pardon, sont étiquetés bourgeois et par simplicité de langage, on les étiquette bourgeois, mais en réalité, il y a que peu de bourgeois. Le vrai bourgeois au sens marxiste du terme, il en a rien à foutre. Il est rien du tout. Il est rien du tout. Enfin, je veux dire, il n'apparaît pas, il ne fait pas de bruit, pas de vagues, etc. Et pour en revenir à la fin de mon histoire, donc je disais, mais ton père qui travaille beaucoup, etc. Est-ce qu'il a pris la peine de descendre de sa voiture pour parler avec les gilets jaunes? Il me dit, bon non, il a pas le temps. Je dis, mais tant qu'il ne fera pas ça, C'est pas utile. bah oui, non mais tu c'est dis ça, sans mais doute. tant qu'il ne fera pas ça, je dis, il aurait pris la peine, ça fait 2 mois qu'ils tiennent le rond-point à côté de chez toi et qui l'empêche de rentrer le soir. S'il avait pris la peine de descendre au début de la mobilisation, ça aurait d'une part fait baisser la garde de leur côté sur ces fameux riches parce que bah voilà, il a une grande maison, une grande propriété, etc. Donc il est étiqueté entre riche, c'est un notable, pour faire simple. Et commissaire-priseur. Il est commissaire-priseur. Et il a un petit hara. Oui, Bon, c'est- bah voilà, Mais dans l'ordre, quoi. Voilà. Non, mais voilà, c'est ça, on parle du même. Oui. Et en réalité, il y a eu un double effet qui se coule, si je puis me permettre l'expression. C'est-à-dire, Non, peut-être pas. bon, bah tant pis, cochon. À la fois, il aurait permis que la garde descende un petit peu de la part des gilets jaunes, qui ont l'impression d'être clairement abandonnés par toutes les notables et les gens qui ont un peu d'argent. Donc, c'est-à-dire que les gauchistes ont pu arriver pour entériner l'éternelle guerre des classes, ce qui est faux, notamment dans l'Orne où l'un des responsables gilets jaunes est un noblier local depuis X générations. Et d'autre part, le notable aurait aussi pu retirer un petit peu ses œillères productivistes, comprendre qu'il y avait de vrais problèmes, de vraies réclamations parmi les gilets jaunes. Et moi, c'est à cette réconciliation-là que j'appelle, même si malheureusement le terme de réconciliation est un peu trop connoté par certaines personnes qui réclament d'autres réconciliations qui ne me paraissent pas forcément souhaitables. Mais c'est cette vraie réconciliation, c'est-à-dire que entre des foulards rouges qui sont travailleurs plutôt de classe plus aisée et qui ont perdu cette relation avec, notamment par tous ces espèces de métiers débiles où on ne voit que son nombril et on est derrière un écran toute la journée, où en fait on ne rencontre plus personne. Et ces gilets jaunes qui finalement finissent par avoir une haine de la réussite, une haine de l'argent pour l'argent. Je parle des dernières, de ceux qu'on entend sur les dernières mobilisations. Je parle évidemment pas des premiers ou même défilés sur les ronds-points. Malheureusement, moi j'ai que les échos parisiens. Et réellement, je pense que s'il n'y a pas cette réconciliation, ou en tout cas cet échange qui permettra probablement de chanter le chant du cygne du gauchisme, alors on aura tout perdu. Mais en fait, ce à quoi tu appelles, c'est pas tellement une réconciliation de classe. En fait, c'est une réconciliation intra-classe. Parce que, puisqu'on parle de capitalisme, puisqu'on parle de Marx... Le petit patron est prolétaire. Voilà, il faudrait peut-être... c'est un producteur. C'est-à-dire, il faudrait peut-être quand même redéfinir, ou définir en tout cas, les classes. La grande distinction qu'a posée Marx, en des termes qui aujourd'hui sont dépassés sans doute, mais la grande distinction, une fois de plus, c'est il y a 2 classes. Il y a une première classe qui est détentrice des moyens de production et qui est, et j'insiste là-dessus, oisive.
Oisive, c'est pas un jugement moral, c'est-à-dire qu'elle ne fout rien. Pour autant, il faut bien qu'au nom de son capital, elle puisse revendiquer une part de richesse, donc il faut bien que quelqu'un la produise, et celui qui la produit, c'est celui auquel elle loue ses moyens de production, lequel en retour lui loue sa force de travail, c'est-à-dire le producteur. Dans une société commerciale, on ne confondra pas le dirigeant de la société, qui souvent d'ailleurs est un associé ou actionnaire, ça dépend de la société de personnes aussi de capitaux, et l'actionnaire pur et dur. Le patron, enfin le dirigeant social, qui est à la fois patron et représentant de la société, il touche en fait une rémunération en tant que travailleur, parce qu'il accomplit un travail au sein de l'entreprise. Et en revanche, s'il est par ailleurs associé ou actionnaire, il touche quelque chose qui est complètement unique en justice naturelle, qui est un dividende, c'est-à-dire la rémunération du capital, c'est-à-dire double rémunération, celle de son travail qui est juste en tant qu'il est travailleur, et pourquoi pas d'ailleurs surévalué par rapport à d'autres, parce qu'il a plus de responsabilités, parce que hiérarchiquement il est au-dessus. On n'a rien contre la hiérarchie évidemment. Et en revanche, une autre qui est complètement unique et qui est ce que Proudhon appelait le droit d'aubaine, c'est-à-dire le droit de capter en fait le fruit du travail d'autrui, et qui est le dividende. Puis vous avez l'actionnaire qui n'est même pas dirigeant, qui n'est même pas administrateur, qui n'est rien du tout, et qui lui, du coup, est rémunéré par le seul fait qu'il a fait un apport en société. Donc ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas confondre Bernard Arnault et Raoul Trinchet. Exactement, voilà. Il était patron, toi. Il faut effectivement pas confondre les deux. C'est surtout qu'il faut du coup redéfinir la classe des producteurs. Les producteurs, ce sont ceux qui produisent, c'est pas compliqué, qui travaillent. Et à l'intérieur, on a donc des petits patrons, on a des artisans, on a des professions libérales, on a des travailleurs intellectuels, travailleurs manuels, on a des salariés, etc., etc. Et puis de l'autre côté, on a la classe des oisifs. Donc la classe des oisifs, c'est la classe capitaliste au sens propre, c'est-à-dire les détenteurs du capital et qui se rémunèrent par là. Il faut ajouter en revanche, il faut enrichir la classe capitaliste de ses alliés objectifs. C'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de travailleurs qui sont objectivement improductifs et qui en tout cas touchent un salaire qui est démentiel compte tenu de ce qu'ils font, c'est-à-dire pas grand-chose. Je pense au DRH, je pense à ces gens-là qui... Chantal Joanneau. Voilà, je crois qu'elle a démissionné de son truc, mais... Non, elle a démissionné uniquement du grand débat, mais elle a gardé son salaire. Ah oui, voilà, c'est ça, ma ligne. Donc, on pense au DRH, on pense à ces gens-là, c'est-à-dire ces gens qui ne sont pas des productifs, qui ne sont pas détenteurs du capital pour autant, ils ne sont pas des capitalistes stricto sensu, mais qui sont les alliés objectifs, parce qu'évidemment, si le capitalisme tombe, leur salaire tombe avec, donc ils seront toujours l'allié du capitalisme. Et j'ajoute une autre classe, c'est ce que Marx appelle le lumpenprolétariat, qu'on pourrait appeler le prolétariat en haillons, ce qu'on pourrait appeler en fait la délinquance. Le délinquant, on parlait tout à l'heure des délinquants, loin de moi l'idée de réduire tous les mecs de cité à des délinquants, et d'ailleurs il y a pas mal de mecs de cité qui ne sont pas des délinquants, qui sont parmi les gilets jaunes, on en a vu, mais la question n'est pas là, mais en tout cas le délinquant, qu'est-ce que c'est ? Délinquant, c'est un capitaliste pauvre. Et c'est un capitaliste en fait qui est pressé, c'est-à-dire que plutôt que de capter la plus-value des autres par le biais de la loi, qui est légale par définition, qui est pas forcément légitime, lui préfère passer hors la loi. Mais enfin, c'est exactement un peu le même concept. Le capitalisme produit nécessairement de la délinquance. C'est-à-dire, les sociétés les plus délinquantes au monde, je veux dire l'Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique, sont les sociétés les plus capitalistes au demeurant. Donc, il faut redéfinir les classes. Et une fois qu'on a redéfini les classes, c'est-à-dire d'un côté les détenteurs du capital et leurs alliés objectifs, et puis de l'autre les producteurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas oisifs, alors on peut imaginer une réconciliation intraclasse. Mais pour cela, et j'en finirai là-dessus, il va falloir convaincre les foulards rouges en tout cas, ceux qui parmi les foulards rouges seraient en fait des petits patrons ou le grand problème, c'est qu'il faut tuer en eux le bourgeois. C'est-à-dire que leur grand rêve, c'est que vu qu'ils sont au MEDEF, ces mecs, ils pensent qu'ils ont quelque chose à voir avec le patron du multinational. C'est-à-dire que leur rêve, qui relève de la névrose, c'est devenir un grand patron. Donc ils se croient matériellement unis par l'intérêt au grand patronat, alors qu'en réalité, il ne comprend pas que matériellement... de haut, et puis et que lui, petit patron qui bosse, qui n'est pas un simple actionnaire ou le PDG d'une grosse boîte qui fout pas grand-chose de sa journée, puisque de toute façon, il a plein de délégués partout, il comprend pas qu'en fait, matériellement, son intérêt est commun avec celui du prolétariat. Donc, en réalité, plutôt que de convaincre le pauvre du rond-point d'arrêter d'être envieux vis-à-vis du petit patron qu'il voit passer, c'est le petit patron qui voit passer qu'il faut convaincre de s'arrêter et surtout de se décrasser la tronche pour de se désembourgeoiser. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, donc ça me rassure, et je rassure les auditeurs, c'est exactement ce que je disais vendredi dernier. Non, mais en fait, là où ce qu'on pointe là maintenant, c'est finalement au niveau des personnes. Mais ça tombe bien, parce que comme tu es catholique, tu en reviens toujours au niveau des personnes. Il y a de richesse que donc effectivement, il y a ce décrassage à faire. Moi, je note quand même, et
et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un attachement profond à ce mouvement et que je trouve qu'il est inouï. Il n'est pas tombé dans cette lutte des classes. Il n'est pas tombé dans cette lutte des classes. Sur les ronds-points, il n'y avait pas de... Non, moi je suis désolé. La fausse lutte des classes. Oui. Enfin, on peut déjà dire qu'il y a autant de gilets jaunes que de... Non, je suis pas d'accord avec ça. Les gilets jaunes n'ont jamais dit... C'est pas un mouvement hiérarchisé, organisé, avec une doctrine. Les gilets jaunes n'ont jamais dit à bas les riches. Les gilets jaunes ne disent pas à bas les riches. Certains l'ont pensé. Les gilets jaunes disent à bas les spoliateurs. C'est Voilà. pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. En soi, il faut regarder toutes les interviews sur des plateaux de télé, sur des micro-trottoirs. Ils disent, mais moi, le gars qui réussit, je lui en veux pas, moi. Moi, ce que je comprends pas, c'est l'État, c'est la caste médiatico-politique, c'est l'hyper-patron qui me demande encore plus, qui me serre la ceinture. C'est les très hauts. Et la DRH qui me vire. En fait, c'est ces gens-là, c'est cette classe, c'est cette hyper-classe mondiale qu'ils détestent. Et c'est en ça que c'est un mouvement inouï. Parce que la déflagration qu'il va avoir, elle est à mon avis, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et tu sais pourquoi ? Parce que les revendications, elles sont pures et elles sont justes. Justement parce qu'il n'est pas tombé dans ce piège marxiste de se dire, moi j'aime pas le riche. C'est pas vrai, ils sont fous. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas eu des mouvements idiots. On peut pas parce que quand le peuple, qui soit foulard rouge ou gilet jaune, quand la masse se transforme en populace, en foule, et ben à un moment donné, il est porté par sa bêtise. Bon, Gustave Lebon. Marcel Mauss. Pardon. Gustave Lebon. On le met de côté parce que c'est pas représentatif. Malgré tout, il n'y a pas justement. C'est ça tout le sujet. Et d'ailleurs, ça va être très intéressant de voir la tentative la volonté qu'ont certains mouvements de gauchiser ce mouvement gilet jaune, et on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont l'éteindre, comme c'est leur grande habitude, ou est-ce qu'ils vont juste être seuls eux-mêmes dans la rue en se disant gilet jaune, mais en fait avec des gilets rouges, etc., etc. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ce mouvement, il a été pur. Et effectivement, toi, tu pointes la notion de personne, et je pense que tu as raison. Parce que finalement c'est là tout à fait l'angle d'attaque de notre réconciliation à mener. La réconciliation, elle doit être droit des valeurs, gauche du travail. C'est-à-dire que pour paraphraser, droit du travail pour moi, mais maître du logo, c'est parmi nous. Pour paraphraser, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la classe des producteurs, j'aime pas le mot classe, Marc, je l'aime vraiment pas beaucoup, même s'il dit des choses très justes. Mais effectivement, cette classe des producteurs contre la classe des spoliateurs. Et là, on change de camp, et là, on va voir que les puissants et les nombreux, ils sont de notre côté. Oui, justement, vous parlez de nombreux, parce qu'on peut peut-être voir que par rapport à l'époque où écrit Marx en plus, je pense que dans la classe des détenteurs du capital, en termes de pourcentage, ils étaient plus... Enfin, ils étaient moins, bien sûr, que les producteurs, que les travailleurs, mais c'était moins éloigné qu'aujourd'hui. Je pense qu'avec l'avancée, il y a de moins en moins de riches, mais qui sont de plus en plus riches, et il y a de plus en plus de pauvres, mais qui sont un peu moins pauvres. Une fois de plus, c'est pas une question de richesse. Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire. De oisiveté. Aujourd'hui, on sait qu'il y a, grosso modo, 50 personnes dans le monde qui détiennent la moitié des richesses du monde, grosso modo. Parce que l'horizon indépassable du capitalisme, qu'on disait tout à l'heure, enfin, ce qu'on a suggéré tout à l'heure, c'est le monopole. Et ce que Jacques Binet appelait aussi la troisième classe, c'est la classe des dirigeants. Et c'est aujourd'hui elle aussi qui est pointée par les Gilets jaunes. Quand ils pointent ces politicards qui gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois et à simplement rien faire, en plus de surcroît en donnant des leçons et en étant méprisant avec ceux qui travaillent, etc. C'est exactement ça qu'ils pointent. Il faut partie des alliés objectifs des capitalistes dont je parlais tout à l'heure. C'est la DRH, c'est la députée qui, elle, fait passer ses notes de frais ou utilise la carte de l'Assemblée nationale pour payer les courses de ses enfants, pour payer les trucs de ses enfants, et qui, dans le même temps, va demander aux uns et aux autres de travailler plus. C'est toute cette classe de spoliateurs, si vous voulez, d'usurpateurs et de méprisants. Et en fait, là où je te rejoins, d'ailleurs, on a eu cette conversation avec toi, Louis, et un autre camarade. Moi, je trouvais que c'était effectivement très pur aussi dans cette crise, c'est que finalement, elle permet aussi de revenir à des choses de personnes. C'est-à-dire que quand vous allez vous promener au fur et à mesure des mois dans des différentes soirées, etc., eh bien, bizarrement, dans quelques mois, celui qui restera toujours anti-gilet jaune, j'en ai dans mon environnement proche, vous savez pas pourquoi, mais
Vous l'avez toujours trouvé un peu méprisant comme garçon. Vous l'avez toujours trouvé un peu bas du front, un peu usurpateur dans sa manière d'être, un peu utilitariste, quoi. Et in fine, on en revient toujours à ça. Et en fait, le clivage, il va redevenir. On va passer des systèmes aux personnes, et la ligne de front, elle va se faire toujours de manière plus claire. Et ce qui a été créé pendant ces quelques semaines et ces quelques mois, j'espère que ça va durer, va être définitif pour moi. Messieurs, je vous interromps parce qu'on a un petit message sympathique pour une fois d'auditeur qui nous dit que de bêtises ce soir, proférées péremptoirement par de jeunes coqs qui mélangent un peu les concepts et les réalités. Au fait, ces petits marquis de la Révolution, entre guillemets, entre parenthèses, nationale, peut-être qu'il a fait un rapprochement avec Valois, travaille-t-il ou étudie-t-il? Bref, invitez plutôt ce bon Patrick Simon, il vous remettra les pieds sur terre. Écoutez, pour ma part, moi ça fait presque 10 ans que je travaille dans une... Ah, mais on n'a pas justifié. Hein, non, mais moi je le dis, j'ai aucun problème, ça fait 10 ans que je travaille dans une coopérative ouvrière dans le bâtiment. Je voulais en parler de ça. Voilà, on n'a pas parlé de la coopérative ouvrière, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cette émission parce que j'aime beaucoup mon entreprise et je trouve que il reste 4 minutes, on se lance pas dans des grands projets de corporatisme. Donc oui, je travaille, jeune, j'essaie de le rester et j'ai appris beaucoup de choses ce soir et qui n'ont fait que conforter mon certain scepticisme face au capitalisme et à la bourgeoisie. Je travaille également et je garde l'esprit de jeunesse qui n'est pas un esprit d'adolescent, cher monsieur ou chère madame, je ne sais pas. L'esprit de jeunesse, c'est de rester éternellement éveillé à la vérité, avec l'esprit d'étonnement qui est celui d'un petit enfant. Donc nous sommes jeunes de ce point de vue-là et nous le serons toujours, y compris quand nous aurons votre âge, madame ou monsieur. On ne sait pas l'âge, mais c'est pas grave. Il nous reste 4 minutes, on va évoquer très rapidement les possibles, entre guillemets, fins du système capitaliste et les sorties. Enfin, ça fera l'objet d'une émission bientôt, je pense, la sortie du système capitaliste. Un grand projet encore. Mais on va dire, au moins théoriquement, quels sont quelles sont les sorties qu'on peut envisager ou les fins que celui-ci peut avoir. On a 2 minutes, messieurs. En 2 mots, au niveau microéconomique, on n'a pas parlé des coopératives. C'est dommage parce que pour le coup, le droit des sociétés français, certes seulement à titre d'alternative, mais en fait prévoit un modèle sociétaire intéressant qui est celui de la coopérative, où précisément le capital social est détenu par les travailleurs, si bien qu'il ne peut pas y avoir, et c'est détenu par le droit français, si bien qu'il ne peut pas y avoir de phénomène de prédation. Et la deuxième chose, au niveau macroéconomique, macro-historique, l'horizon, le capitalisme ne tombera pas de lui-même, donc je vous laisse deviner ce qu'il faudrait faire pour qu'il tombe. Sur les coopératives, on avait eu une excellente émission il y a 2 mois, je crois. Sur le corporatisme Les coopératives où on a évoqué les coopératives. Bien sûr. Oui, j'étais là, je confirme. C'est peut-être pour ça que c'est une bonne émission. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis donc pour cette émission sur le capitalisme vu de droite. Je vous rappelle que vous pouvez trouver et retrouver et visionner les travaux du Cercle Henri Lagrange sur leur chaîne YouTube chl.tv, que vous pouvez toujours suivre les travaux de Dextra et sur leur blog, page Facebook Dextra, Orage d'Acier, etc. Vous pouvez également toujours suivre les travaux d'Academia Christiana, les conférences qui sont publiées après chaque université d'été sur leur page internet, sur leur chaîne YouTube, etc. Donc, messieurs, pour finir, mort au capitalisme, mort à l'autonomisation du processus d'autoproduction de l'argent. Vive la révolution et vive le roi. Et vive le second degré. Et que Dieu vous protège. À bientôt, chers auditeurs.